Bonjour, nous continuons donc cette formation avec cette vidéo qui va porter sur les prérequis Microsoft. Donc, on va essayer de voir quels sont les prérequis euh, Microsoft qu'on doit avoir dans notre environnement virtuel Apps and Desktops. Alors, par rapport à cette vidéo, nous allons voir d'abord le domaine Active Directory, pourquoi on doit avoir un domaine Active Directory. On va s'intéresser à la structure d'unité d'organisation dans notre contrôleur de domaine, donc notre environnement Active Directory. On va aussi parler du DNS DHCP, pourquoi on en aurait besoin éventuellement. On va aussi explorer l'usage d'une autorité de certification Active Directory au niveau de notre environnement. On va s'intéresser par la suite aux comptes de service, donc les comptes utilisateurs de service qu'on pourra éventuellement créer au niveau de notre Active Directory toujours. Et puis on va voir SQL Server, pourquoi on aura besoin d'SQL Server, et parler des environnements multiforés dans Active Directory. Très bien, donc là on commence avec le domaine Active Directory. Il faut savoir qu'on en a besoin parce que le rôle des livrets contrôleurs déjà s'installe impérativement sur un serveur intégré à un domaine AD. Donc si on n'a pas de domaine, si le serveur n'est pas intégré, si une machine n'est pas intégrée à un domaine AD, on ne pourra pas y installer le rôle Delivery Controller. Aussi, les ressources publiées sous Windows doivent impérativement se tourner sur des machines intégrées au domaine AD. Donc ça aussi, ça fait appel à une infrastructure Active Directory. Et il faut savoir que l'assignation des ressources aux utilisateurs se fait généralement sur la base des comptes utilisateurs ou bien les groupes d'utilisateurs. Donc, généralement, lorsque vous allez commencer à assigner les applications ou bien les bureaux à des utilisateurs, vous allez le faire sur la base des noms utilisateurs des usernames Active Directory. Donc, à partir de là, on a absolument besoin d'avoir une infrastructure Active Directory. Derrière, au niveau de notre contrôleur de domaine, on peut créer une organisation, pour mettre nos machines dans des unités d'organisation. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est que ça va nous permettre d'appliquer les GPO à nos machines, notamment les ressources. Donc, au niveau des ressources ici, au niveau des workers, donc que ce soit des ressources Virtual Apps, XenApp ou Virtual Desktops, XenDesktops, je vais venir attacher, je vais attacher des GPO donc selon le fonctionnement que je souhaite avoir au niveau de mon infrastructure Virtual Apps and Desktops. Il faut savoir que les GPO, c'est un outil très important pour un environnement Citrix. Donc, on ne peut pas échapper à l'usage des GPO. Donc, ça d'une part. D'autre part, euh, souvent, on fait, dans les grandes organisations, l'administrateur Active Directory n'est pas forcément l'administrateur de l'environnement Citrix. Donc, du moment qu'il y a une forte interaction avec l'environnement Active Directory, l'administrateur Active Directory peut mettre une délégation pour l'administrateur Citrix sur les OU qui hébergent notamment les ressources. Donc ça permettra à notre administrateur Citrix de créer des objets computer au niveau de ces OU ou bien de les supprimer et prendre le contrôle dessus. Donc euh, ça c'est le deuxième avantage d'avoir cette organisation d'OU. Alors, il y a un troisième avantage, c'est que moi, par exemple, généralement, lorsque je viens pour faire un déploiement chez un client ou bien une organisation dont je ne suis pas familier avec leur environnement,
lorsque je crée cette organisation d'OU comme ça, je viens souvent au niveau de l'unité d'organisation qui héberge la totalité de mes ressources et je désactive l'héritage des stratégies. En fait, pourquoi? Parce que généralement, les stratégies qui sont appliquées au niveau d'un domaine ne sont pas forcément les bienvenues dans l'environnement Virtual Apps and Desktops. La désactivation de cet héritage me permet généralement d'éviter des soucis qui sont causés par les stratégies qui sont appliquées à la totalité du domaine. Ces stratégies-là, ils ont été mis par l'administrateur Active Directory parce que ça lui permet d'agir notamment sur les machines physiques, sur les machines virtuelles, mais il pourrait rentrer en conflit avec mes VM qui hébergent les ressources sur lesquelles les utilisateurs se connectent. Donc, généralement, les stratégies qui sont appliquées au niveau des workers, au niveau des ressources qui hébergent les sessions utilisateurs de Virtual Apps and Desktops ne sont pas les mêmes que celles qui sont appliquées dans le reste du domaine. Donc là maintenant, on passe à la partie DNS DHCP. Généralement, une infrastructure virtuelle apps and desktops interagissent beaucoup avec le serveur DNS et le serveur DHCP. Alors, déjà, il faut savoir que la plupart des communications initiées dans cette infrastructure se basent sur des FQDN. Donc, à partir de là, il y a beaucoup d'interrogations DNS. Les ressources, lorsqu'ils veulent s'enregistrer avec un delivery controller, ils vont chercher ce delivery controller avec son FQDN. Donc, le DNS sera sollicité. Donc, souvent, un service DNS fiable est très important pour le fonctionnement normal de la solution. J'ai eu beaucoup de cas où il y avait des soucis sur le DNS qui causaient un dysfonctionnement au niveau de Citrix Virtual Apps and Desktops et souvent on se retrouve avec un problème DNS. Donc ça m'est arrivé au moins 3 fois chez 3 de mes clients. Donc, aussi, les ressources VDA provisionnées dynamiquement récupèrent les adresses IP via DHCP. En fait, lorsqu'on fait du provisionnement dynamique et qu'on est sur un clan lié non persistant, ça veut dire que lorsque la machine redémarre, il perd tous les changements qui ont été effectués au niveau de cette machine-là. Parmi les changements qui vont être perdus, c'est l'adresse IP. Donc, on a absolument besoin d'un serveur DHCP pour que la machine, les VM, les ressources, à chaque redémarrage, ils vont récupérer une adresse DHCP à partir du serveur DHCP. C'est là où le grand usage du serveur de service DHCP est fait au niveau d'une infrastructure Virtual Apps and Desktops. Là maintenant, on va passer à l'autorité de certification Active Directory. Ça se trouve que ça se trouve que sur plusieurs connexions, il y a des informations critiques qui transitent au niveau de notre infrastructure Virtual Apps and Desktops. Il y a la possibilité de crypter en fait le trafic entre les différents composants en installant des certificats de sécurité sur tous les composants, que ce soit le delivery controller, le storefront, les VDA, le vCenter, le contrôleur domaine, le serveur SQL, le serveur licence et le serveur director. Donc, on a la possibilité d'installer des certificats sur ces différents composants justement pour crypter les échanges de communication. Alors, euh, par défaut, la plupart des communications vont se faire en clair, mais l'installation de ces certificats permettrait de crypter ces communications. Donc, en fait, les informations critiques, les plus critiques qui transitent au niveau d'une infrastructure virtuelle apps and desktop, c'est le login mot de passe, par exemple. Alors,
login mot de passe, si on transite en clair, c'est que en fait, on met en danger notre infrastructure. Et ce login mot de passe va transiter en clair avec le storefront, avec le delivery controller et sur Citrix Gateway. De toute manière, sur Citrix Gateway, euh, euh, par, par construction, en fait, Citrix Gateway ne fonctionne qu'en SSL, donc qu'avec un certificat SSL. S'il n'y a pas de certificat, ça ne va pas fonctionner. Donc, généralement, les communications entre les serveurs d'infrastructure sont cryptées avec une CA interne, donc une CA Active Directory. Donc, sur tous ces composants-là, je vais avoir des certificats généralement générés par une autorité de certification interne qui est généralement une autorité de certification Active Directory. Par contre, la communication avec l'extérieur qui se fait à travers Citrix Gateway se fait généralement avec des certificats signés par des CA publics. Donc, sur ces certificats sont générés par des CA publics. Si on a des utilisateurs qui y accèdent et qui font pas forcément, qu'on n'a pas forcément le contrôle dessus ou qui ne sont pas intégrés au domaine. Donc, pour qu'ils fassent confiance à nos certificats, on utilise des certificats publics. Après, j'ai des clients qui ont des Citrix Gateway et qui ont installé dessus des certificats Active Directory, mais simplement parce que les machines externes qui se connectent à travers Citrix Gateway, on y a installé l'autorité de certification Active Directory. Soit c'est des machines qui sont intégrées au domaine, donc des gens qui ont des PC portables, parfois ils travaillent à l'intérieur, parfois ils travaillent à l'extérieur, donc ils ont l'autorité de certification installée. Et dans le cas où ils n'ont pas l'autorité de certification installée, on leur installe l'autorité de certification. Donc, maintenant, on passe à la partie compte de service. Alors, dans un déploiement simple de Virtual Apps et Desktops, il faut prévoir des comptes de service disposant des droits nécessaires, notamment pour assurer la communication avec l'hyperviseur. Alors, on a dit auparavant qu'il y a une intégration qui se fait avec la console de gestion de l'hyperviseur. Cette intégration va se faire bien sûr avec un compte qui a des privilèges sur cette console d'administration. Alors, dans le cas de vCenter, par exemple, j'ai ici un article donc de Citrix qui décrit quels sont les privilèges exacts qu'on a besoin d'accorder à un compte de service pour qu'il soit opérationnel dans son fonctionnement avec la solution Virtual Apps and Desktops. On n'a pas besoin forcément d'avoir un administrateur de vCenter, on a juste besoin de quelques droits ici qui sont listés ici et on a ici aussi l'explication de chaque droit, pourquoi il est nécessaire pour savoir est-ce qu'on a besoin de cet usage ou pas. Donc cet article CTX 214.389, si on le suit, il nous permettra de créer un compte de service, euh, avec juste avec uniquement les autorisations nécessaires pour faire fonctionner la solution. Donc derrière, il y a aussi un autre type de compte de service, c'est un compte de service qui doit nous assurer la communication avec le serveur SQL pendant la phase de la création des bases de données Citrix ou bien pendant la phase de la création d'un site Virtual Apps and Desktops. Alors encore là, j'ai un autre article de Citrix toujours, donc CTX 127.989, où on pourra retrouver les différents privilèges nécessaires à un compte de service qui a des droits sur le serveur de base de données SQL afin de créer la base de données SQL au moment de la création d'un setup Virtual Apps and Desktops. En fait, dans ce tableau, vous allez en fait avoir deux types
de privilèges. En fait, il y a le premier type de privilège, pardon, avec DB Creator ici, qui correspondrait à ce que la base de données soit créée au moment de la création de notre setup ou bien de notre site Virtual Apps and Desktops. Le deuxième type de privilège, c'est ici lorsqu'on dit qu'on a besoin pour la création de schémas de Security Admin et DB Owner. Ici, on suppose que l'administrateur de la base de données SQL nous a déjà créé des bases de données SQL vides et qu'il va nous accorder un compte sur ces bases de données SQL vides. Donc, ce compte-là, il doit être DB Owner. Donc, avec le rôle Security Admin, ça permettra de créer les schémas et ajouter les contrôleurs au niveau de cette base de données SQL. Donc, je reviens sur la présentation. Donc, il y a aussi d'autres types de comptes de service qui pourraient être nécessaires si le déploiement contient des briques telles que PVS et Netscaler. À ce moment-là, on aura besoin de d'autres comptes de service qu'on va créer au niveau de notre Active Directory pour justement faire fonctionner ces composants-là avec le minimum de privilèges, juste ce qu'il faut avoir. Donc, on passe maintenant à la partie serveur SQL. En fait, il y a dans une architecture Virtual Apps and Desktops, il y a le Delivery Controller qui communique d'une manière continue avec le serveur SQL. Toutes les informations relatives à l'état ainsi qu'à la configuration d'un site sont stockées dans 3 bases de données SQL. En fait, ce n'est pas uniquement une seule base. C'est la base, on va le voir dans les prochaines présentations. Donc, il y a une communication continue avec le serveur SQL. On aura besoin éventuellement pour un POC uniquement d'une base SQL Express. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu déjà des déploiements jusqu'à 300 utilisateurs rien que sur du SQL Express et ça marche très bien. Sinon, Citrix recommande dans un environnement de prod d'avoir un serveur SQL hautement disponible. Effectivement, avec SQL Express, on n'a pas la possibilité on n'a pas l'option de la haute disponibilité. D'où la recommandation de Citrix. Ça, c'est important parce que, comme j'ai dit, toutes les informations du Delivery Controller, ils sont écrits au niveau du SQL Server. Vous pouvez dire que le serveur Delivery Controller, c'est un serveur stateless. Il n'y a pas d'informations dedans. Toutes les informations sont au niveau du serveur SQL. Pardon. Donc, on passe maintenant à la dernière partie, au dernier point de cette vidéo, à savoir les environnements AD multiforêts. Ça se trouve qu'avec avec un setup Virtual Apps and Desktops, un setup Virtual Apps and Desktops peut s'intégrer à un environnement multiforêt. Dans ce cas, 2 cas sont supportés par rapport à ça. Il y a le premier cas où les utilisateurs et les ressources VDA appartiennent à 2 forêts Active Directory différentes. Donc, je peux avoir mon Delivery Controller, mes VDA qui appartiennent à une forêt et mes utilisateurs qui arrivent à partir d'une autre forêt. Ça, c'est un setup qui est parfaitement supporté. Aussi, je peux avoir mon Delivery Controller qui appartient à une forêt, mais le provisionnement des VM ou bien des ressources se fait sur une autre forêt. Ça veut dire que mes utilisateurs accèdent, que mon Delivery Controller et mes VDA ne sont pas dans la même forêt. Mes utilisateurs accèdent à des ressources qui appartiennent à une forêt différente de celle auquel appartient le Delivery Controller. Ça aussi, c'est un setup qui est supporté, mais qui nécessiterait en fait quelques configurations supplémentaires. Il faut savoir que dans les 2 cas, une relation d'approbation bidirectionnelle entre les différentes forêts sont nécessaires pour faire fonctionner ce schéma. Je pense que je suis arrivé à la fin de cette vidéo.
Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.